On repart les amis. Orpea, sujet donc, dont on parlait déjà hier, et effectivement l'angle défaillance ESG est sans doute pour nous, en tout cas, l'un des angles les plus intéressants. Jean-Charles, je crois que c'était la dernière fois qu'on s'était vu. On avait parlé de ce sujet. J'étais totalement minoritaire. T'étais totalement minoritaire. Quelques jours après, d'ailleurs. Alors, c'est deux choses différentes. Je ne veux pas tout mélanger. D'abord, il y a la qualité des notes ESG. Et là, très clairement, il y a une question qui se pose. Article ce matin très intéressant d'ailleurs dans les Échos. Émeric Préaubert de Sycomore Asset Management sera avec nous, je crois, la semaine prochaine. Il est actionnaire d'Orpea, il est sorti. Eux-mêmes, Sycomore, ils sont très en avance sur tout ce qui est analyse ESG. Et donc lui-même s'est pris un peu les doigts dans la porte autour de cette histoire. Comment est-ce que tu regardes cette question ? Je pense que c'est extrêmement difficile de mesurer des choses qui sont en fait d'ordre, pour une bonne part, qualitative, et de vouloir en faire du quantitatif. Ça ne marche jamais très bien. Et je prenais souvent l'exemple de la gouvernance d'entreprise, pour connaître des cas très précis, que je n'avais évidemment pas cité. Je rappelle que tu as été secrétaire général du MEDEF, de la FEP. Ouais. Voilà, je connais des cas, au cœur de tout ça. Je connais des cas de grandes entreprises où j'avais des témoignages de gens qui me faisaient part de la violence réelle de ce qui s'y passait et qui étaient des parangons de bonne gouvernance du point de vue externe. Parce que c'est très difficile de rentrer dans la mesure de choses qui sont des comportements qui peuvent être totalement tyranniques malgré des barrières qui donnent l'impression qu'il y a tous les garde-fous et les contre-pouvoirs dans des entreprises. Et donc j'ai toujours considéré que c'était très difficile de mesurer ça. Et notamment, le fait qu'il y ait des administrateurs indépendants, on ne veut pas dire que le directeur général, PDG parfois, est pas abusif dans sa façon de se comporter. Ce qui est cocasse, c'est que c'est donc Emmanuel Faber qui est en charge, pour l'un des organismes qui va essayer de mesurer ça, qui est en charge de définir des critères. Emmanuel Faber, qui voulait virer l'intégralité de son conseil d'administration du jour au lendemain, lui en tant que directeur général, pour sauver son poste. Je referme la parenthèse. L'entreprise qui s'est longtemps présentée depuis avant Faber, bien sûr, comme un modèle en matière sociale, a été une entreprise qui a pu être extrêmement brutale d'un point de vue social en grande masse, c'est-à-dire avec des salariés, les fermetures de l'U. On se souvient de la polémique de la présidentielle de 2002 sur l'État ne peut pas tout, c'était l'U. Le pauvre Lionel Jospin qui avait énoncé une vérité pourtant totale et qui s'est fait éreinter sanctionner par la classe politique. Absolument. C'était ça. Et il y a toujours des choses. Et là, effectivement, on savait que les tensions étaient extrêmement fortes dans ce management-là. Et pour autant, encore une fois, les discours proclamés étaient très différents. Donc ça, je reconnais que c'est particulier à la gouvernance, qui est une chose très, très, très difficile à apprécier depuis l'extérieur. Mais de toute façon, il est certain que les entreprises qui font commerce de noter en la matière ont pour moi soit des problèmes de moyens, de méthodologie très nets, parce qu'en fait... Les chiffres qui remontent, là, c'est des problèmes de moyens ahurissants. Mais bien sûr. 20 analyses pour plusieurs centaines d'entreprises. Exactement. Et alors, pour aller voir une entreprise comme Orpea et voir derrière les plaquettes les rapports annuels, c'est très facile de dire un rapport annuel. Un rapport annuel, ça dit un bon secrétariat général de groupe avec une bonne direction de la communication fait un merveilleux rapport annuel qui ne dit pas nécessairement les vérités d'activité du business. Et donc ça, je pense que c'est très très difficile à regarder et c'est justement beaucoup plus difficile que le quantitatif. Le quantitatif, c'est très difficile de le faire mentir. Si vous faites mentir le quantitatif, en général, ça se finit mal et très vite. Tout à fait. Tandis que sur le qualitatif, c'est beaucoup plus complexe. Isabelle ? Oui, je pense qu'il y a un vrai problème, je suis d'accord avec Jean-Charles, sur les sources d'information. C'est absolument incroyable que les seules sources d'information réelles soient effectivement les informations publiées par la société. Après, dans le cas présent, alors je n'ai pas encore lu le livre, je crois qu'il y avait quand même des problèmes quantitatifs, parce que toutes les problématiques de rationnement, etc., c'est quand même des problèmes quantitatifs. Donc il y avait non seulement effectivement des problèmes qualitatifs, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à parler quand même au bout d'un moment, et puis il y avait des problèmes quantitatifs. Moi, là où je suis extrêmement choquée, c'est qu'on est quand même dans un pays où il y a beaucoup de normes, beaucoup de règles, beaucoup d'inspections, que les restaurateurs sont très inspectés, qu'il y a des notions d'hygiène dans les entreprises agroalimentaires qui sont extrêmement strictes, avec des inspecteurs qui viennent régulièrement. Et là, ce qui est absolument incroyable, alors effectivement, c'est un
un nouveau marché, on va dire, parce que ces sociétés se sont développées depuis peut-être une petite dizaine d'années avec l'augmentation de l'âge et de la vie. Et donc, ça, c'est effectivement peut-être un nouveau marché. Mais là, il y a une déficience réelle d'un appareil d'État pourtant omniprésent. De l'appareil d'État qui aurait dû aller beaucoup plus loin que simplement les notes ESG et des vérifications de communication. Sachant que ça ne devait pas être très compliqué, puisque quelqu'un s'en est préoccupé. Ouais, enfin, il y a passé 3 ans. Il y a passé 3 ans. Oui, mais il était tout seul, assez jeune. Je veux revenir sur le sujet de l'ESG et des notations. C'est-à-dire, à un moment, ça va poser la question des moyens dont disposent ces agences aujourd'hui, des moyens dont disposent les investisseurs pour apporter de l'information. Voilà, c'est comme dans la presse, quoi. En fait, if you pay peanuts, you get monkeys. L'information ne peut pas être gratuite. Oui, et surtout, c'est un sujet qui est compliqué. L'ESG, c'est un sujet qui est compliqué, qui est multidimensionnel. C'est l'environnement, c'est le carbone, c'est la matière, c'est l'eau, c'est etc. Et donc, en fait, c'est très, très compliqué. Eh ben, on s'en rend compte. Et en fait, on est obligé de passer... Je pense qu'il faut qu'on passe d'un ESG 1.0 qui est finalement de dire, on essaie de mettre des labels, des machins, on dit ceux-là, ils sont gentils, ceux-là, ils sont méchants, qui est un truc qui ne marche pas parce qu'en fait, c'est une simplification extrêmement forte du sujet, à vraiment un ESG d'accompagnement, c'est-à-dire de dire finalement comment est-ce qu'on agit sur les sujets, comment est-ce qu'on travaille avec les boîtes pour les... Mais il faut avoir les données pour ça. Mais bien sûr, mais les données... Sycomore, par exemple, ils sont complètement là-dedans, tu vois, ESG d'accompagnement, mais eux-mêmes sont tombés de la chaise. Mais j'ai pas de solution, enfin, au-delà du fait que je pense qu'effectivement... Donner des moyens aux agences. Comme le disait Isabelle, le sujet, il est quand même surtout sur la logique des contrôles sur le terrain. Si effectivement c'est avéré cette affaire, mais c'est plutôt la logique des organismes de contrôle sur le terrain, c'est plutôt à eux. Oui, mais là, moi, ce qui m'intéresse, nous, notre sujet, c'est... ce qui m'intéresse, c'est le marché. Nous, on fait du business. Mais tu vois, en fait, la question de l'ESG, c'est une question... Enfin, il se trouve que nous, on monte un fonds dans notre société de gestion qui accompagne la transition environnementale des entreprises. Mais tu peux pas te dire, je vais vous envoyer un spreadsheet Excel avec 150 items à remplir et on va s'en contenter. On regarde qu'est-ce que ça veut dire pour le business model, qu'est-ce que ça veut dire pour l'offre, qu'est-ce que ça veut dire pour l'empreinte carbone, et on rentre dans les vrais sujets. Voilà. Tu peux pas faire autrement. En fait, tu peux pas faire rester au niveau de la surface. Tu es obligé de rentrer complètement. Et effectivement, ce qui veut dire qu'il faut que le client accepte d'en payer le prix. Ah bah oui, non mais à un moment donné, non mais ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas avoir de plus en plus de réglementation autour de l'ESG, mais ça il faut l'anticiper. Je veux dire, les mesures ESG de base sur l'empreinte carbone, sur ce qu'on appelle la part verte, la conformité à la taxonomie, sur des choses comme ça, il faut que les entreprises le mettent de façon proactive parce que ça viendra un jour ou l'autre dans le PNL. Donc autant l'anticiper. Mais surtout, ça veut dire que il faut sortir de la logique on mesure et on contrôle. Sur la logique, on transforme. Le vrai sujet, c'est pas tellement que les entreprises soient pas. C'est pas tellement la façon dont ça se passe à l'intérieur. C'est comment est-ce que tu t'assures que l'entreprise vraiment soit conforme dans son fonctionnement. Et là, effectivement, pour moi, c'est pas tellement la mesure ESG, c'est vraiment la logique de contrôle et de mise en œuvre. Vous voulez rajouter un truc Oui, mais je pense pas qu'il y ait de business model raisonnable et qui puisse aboutir à quelque chose de sérieux en la matière. C'est-à-dire qu'en fait, tous les gens qui sont les intermédiaires, je l'ai vécu même d'ailleurs comme celui qui répond aux questionnaires des 150 questions des organismes pour les appels d'offres. Ces gens-là, eux-mêmes, ils ont tendance à essayer de réduire leurs dépenses, donc de ne pas mettre un nombre considérable d'analystes et de gens qui regardent les choses derrière. Donc, si on fait bien ces réponses aux questionnaires, ce qui bouffe par ailleurs de la ressource dans l'entreprise, une discussion sur l'utilité de tout ça, j'en suis pas convaincu. Puis alors, avec la taxonomie, ça va être quelque chose de monstrueux. Et derrière, je ne suis pas sûr qu'il y ait, notamment dans le monde de la gestion, un vrai modèle économique pour tout ça. Parce que la gestion elle-même, elle est sous pression en matière de coûts, notamment par les trackers, ce que je salue et j'appuie de tous mes voeux. Et donc, le client, il a quand même tendance à vouloir payer pas trop de frais de gestion. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, on l'a vu sur l'analyse financière. Sur l'analyse financière, ça a été une dégradation des dépenses en matière d'analyse. Tout à fait. Donc, j'ai du mal à voir comment on va pouvoir faire de l'ESG avec beaucoup de moyens. Qui va payer ça ? Si ce n'est pas les gérants, si ce n'est pas le client, je ne sais pas qui va payer ça. Et alors, juste pour terminer, demander à ce qu'il y ait plus de gens à l'IGAS ou tout ça, je trouve ça un petit peu amusant. Parce que c'est quand même un peu contrefactuel par rapport à la façon d'aborder les sujets en ce moment. Mais à la limite, il y a trop d'administratifs dans le monde des services publics. Donc, je ne suis pas sûr qu'elle doit en faire plus. Pour moi, le vrai sujet européen, par ailleurs, et j'ai pu juste le tester avec quelques amis qui sont dans le secteur, c'est qu'il y a un problème de concurrence
concurrence dans ce secteur. Il n'y a pas assez de concurrence. C'est un secteur dans lequel la concurrence et la transparence ne fonctionnent pas assez bien. Parce que logiquement, vous avez vos parents pour lesquels malheureusement vous n'avez pas d'autre solution que ça. Vous allez faire votre propre étude de marché et vous devriez pouvoir choisir et vous devriez avoir tout ce qu'il faut en termes de retour d'information pour choisir. Malheureusement, le choix n'est pas assez fort. Donc, je referme le débat. Capitalistiquement, c'est très lourd, quoi. Bon, franchement, c'est de l'immobilier. Oui, mais c'est l'immobilier. De l'immobilier de l'hôtellerie, quoi. Oui, l'immobilier, vous pouvez le louer, et puis le reste, c'est quand même du staff, surtout. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir là-dessus des vrais progrès qui se fassent grâce au marché. Moi, je crois encore au marché. Mais ça nous ramène à Thomas Philippon. Plus qu'à l'IGAS pour remplir les bonnes missions. Tout à fait. Tout son bouquin est d'ailleurs en partie ça. Arrêtez de penser que la concurrence, c'est forcément le low cost. Mais non. La concurrence, c'est un meilleur service. Typiquement, dans ce sujet-là, en général, la plupart des gens qui sont vécu concernés, avec les taxis, c'est ce qu'on vit avec Amazon. Vos parents, vous allez vraiment faire le choix qui vous importe le plus sur la qualité du service que vous proposez. Oui, je réagis par rapport à ce que disait Jean-Charles. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut plus d'IGAS. Je suis en train de dire que les garde-fous n'ont pas fonctionné. En tout cas, c'est plus la question du contrôle qui m'ennuie que la question de notation ESG. C'est pas la notation ESG pour moi qui va faire transformer les entreprises. Et c'est beaucoup plus le marché, effectivement. Comment est-ce que la qualité ou la sécurité se sont développées dans l'entreprise française à partir des années 80-90 ? Parce qu'il y avait également des problèmes de qualité ou de sécurité. Parce que le marché l'a voulu. Parce que le marché a mis la pression. C'est absolument clair aujourd'hui que les maisons de retraite, quoi qu'il arrive et quelles que soient les responsabilités des uns et des autres et quels que soient les faits ou pas chez Orpea... Oui, mais le marché peut réagir à des éléments tangibles, c'est-à-dire que tu peux réagir à des accidents du travail pour des groupes de BTP. Ça, c'est tangible, c'est établi et tu peux t'améliorer. Là, comme le dit Jean-Charles, mais l'amélioration, elle va te mettre à compter les biscottes, c'est pas possible. T'as pas une entreprise qui est dans les maisons de retraite aujourd'hui qui va pas mettre en place un maximum de pare-feu interne. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas envie de voir leur cours de bourse divisé par 3 sur une sortie d'un bouquin. Et donc c'est ça le truc, c'est là où le marché, et je rejoins complètement Jean-Charles, va faire son job. C'est que si tu es dirigeant aujourd'hui d'une entreprise de maison de retraite, je peux te garantir que ta priorité numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est je veux absolument que tout se passe nickel. Ouais. Et donc c'est ça qui fait que tu vas avoir une vraie transformation. C'est pas la notation ESG. Je tiens à dire un truc, c'est qu'en fait, moi, mon sentiment, c'est que c'est le marché qui a fait le scandale. C'est-à-dire que le bouquin sort, Le Monde en fait sa une, ok. Mais la vraie déflagration, en fait, c'est la bourse. C'est que 15% du capital va changer de main dans l'après-midi. Et en fait, ça te donne partout, mais là-dessus, on est en accord total. C'est le marché qui, aujourd'hui, est sans doute l'élément le plus vertueux. On sait pourquoi, mais l'élément le plus vertueux qui sanctionne à une rapidité dingue des manquements ESG, ce qui, Jean-Charles, n'aurait pas été vrai il y a, je ne sais pas, 3-4 ans, tu vois. Donc, quand même... Mais c'est pas le manquement ESG. Mais si, c'est le manquement... C'est le fait que la qualité est absolument ignoble dans ces maisons de retraite. Ceux qui sont sortis, ceux qui ont fait l'effondrement le premier jour, c'est ceux qui, parce que, effectivement, Orpea avait une note au-dessus de la moyenne en termes ESG par rapport à son secteur, et c'est ceux qui se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait flouer et qui sont sortis très très vite. Oui. Ça a été ça le moteur. Mais c'est parce que derrière, on considère qu'il va y avoir quand même des complications. Il y a évidemment les mouvements de gestion, mais on considère que l'entreprise elle rentre dans une zone de turbulence, que du coup elle est sous-investissée probablement sur un nombre considérable de choses, et qu'en fait ses résultats ne sont du coup plus tenables non plus. Donc je pense qu'il y a quand même des logiques de fond qui sont des logiques. La boîte n'est plus appréciée par les clients, ou va être décriée, ou va avoir une réputation dégueulasse, et donc va avoir du mal par rapport à... Non, mais tu as raison, mais je crois qu'il y a autre chose. Je reste là-dessus sur la vitesse à laquelle ça s'est passé. Je pense que c'est quand même, pour la première fois... Mais ça, c'est sûr. C'est sûr voilà, que la notation ESG ne correspond pas. C'est le directeur financier de Thales qui m'avait parlé de ça. Alors, il parlait de carbon warning. Mais voilà, tu avais des profit warning. De telles chutes en une journée n'arrivaient que sur des profit warning. Et ben voilà, tu as eu un ESG warning. Et c'est la première fois qu'un ESG warning est sanctionné avec cette force. Mais ça dit deux choses. Ça dit, un, que l'ESG, c'est juste hyper important et c'est très aligné avec l'intérêt de l'actionnaire. Il faut... Pour moi, le message, c'est quoi ? C'est l'ESG, c'est pas un truc que vous faites pour les plaquettes et pour les rapports annuels, pour faire joli. Et voilà. C'est vraiment un sujet de fond qui doit être complètement intégré dans le cœur de la stratégie d'entreprise. Et le deuxième point, c'est
il faut rentrer dans le sujet, il faut rentrer dans le détail, il faut comprendre en détail. Et pour ça, pour le coup, l'investissement private equity a cet avantage-là que tu peux effectivement mieux comprendre ton investissement. Mais ça veut dire que tu dois travailler le cœur du business model pour le transformer et pour aligner les pratiques, les process, les empreintes avec ce que tu veux faire, parce que c'est créateur de valeur. L'ESG, c'est créateur de valeur. En l'espèce, je pense que c'est vraiment comme la prose du bourgeois gentilhomme, c'est-à-dire que vraiment, en fait, c'est tout simplement faire la bonne stratégie de la boîte. Et ça a toujours été le cas. Là, le bouquin sort, il n'y aurait pas eu les fonds ESG, les choses auraient été effectivement différentes en jour 1 sur les marchés. Voilà. Mais en glissement, les choses se seraient passées. Peut-être. Et je pense que dans l'autre sens, si il n'y avait que les fonds ESG qui bougent, et que les choses étaient sans problème et vivables, absolument. Alors ce serait formidable pour les gens qui ne s'en fichent complètement des critères. Mais alors justement, attends, ils investiraient dedans, ils se diraient mais c'est formidable. Mais c'est ce qui se passe. J'achète moins cher une boîte qui en fait devrait valoir beaucoup plus cher. C'est ce qui se passe, on en parlait ensemble, c'est ce qui se passe. Ça, c'était ma réaction. Je crois que je peux le citer d'ailleurs. J'ai discuté avec Patrick Pouyanné de Total qui me dit, aujourd'hui en mer du Nord par exemple, tu ne peux plus te faire financer par les banques, le marché, par les banques. Ouais. Et donc, je ne sais pas si on va voir donc c'est des hedge funds, le papier des Échos sur le financement. La mise. Voilà. Et le private equity qui finance le charbon. Voilà. Absolument. Le charbon, nouvel Eldorado des fonds d'investissement. Bien sûr. Et là, parce que du coup, évidemment, il y a des opportunités. Enfin, l'ISR crée pour moi cette chose totalement paradoxale que vous vous retrouvez avec des formidables opportunités pour les gens qui ne sont pas liés par ces contraintes ISR. Et donc, notamment les family office via les hedge funds ou via le private equity vont investir dans ces opportunités de rendement qui sont plus arbitrées normalement par le marché. Parce que, justement, il y a des gens qui peuvent réclamer des taux de rendement qu'ils n'auraient pas pu réclamer si tout le marché était allé financer normalement une activité qui soit ce qu'elle est quand elle est considérée comme acceptable d'un point de vue environnemental. Donc c'est ça le biais majeur pour moi du système, outre les problématiques de qualité, de notation et puis de choses, c'est qu'on a besoin de ces activités-là. Tant qu'une activité est dans toute l'économie, et on a tous des voitures encore thermiques nombreuses et d'autres usages d'énergie fossile qui ne disparaissent pas. Donc tant que ces usages-là sont considérables et importants dans le fonctionnement de plein d'économies, on voit la part du gaz et du charbon dans l'économie allemande. On va en dire un mot. Donc tant que tout ça existe, vouloir fermer les yeux et prendre des attitudes vertueuses en disant on finance plus, je trouve ça aberrant, et ça conduit à ces choses paradoxales qui sont que vous offrez de magnifiques rendements sur des choses qui sont et pour boucler la boucle, les moins vertes. Magnifiques rendements qui vont augmenter les coûts de production de ces énergies fossiles, qui restant indispensables, vont peser, parce que ça se sera intégré évidemment dans les cours, et vont coûter de plus en plus cher, en partie parce qu'elles sont aujourd'hui infinançables par le marché. Et font la fortune de ceux qui en fait arbitrent l'ISR. Et c'est ça que je trouve finalement le serpent qui se mord la queue dans tout ça, c'est que à vouloir jouer les perles à vertu, on arrive à ce genre de choses. François-Xavier ? Oui, d'autant plus que, on parle du private equity en général, la plupart des fonds de private equity, en fait, se soumettent eux-mêmes à des contraintes ESG qui sont très classiques et très comparables à celles du public equity. Ceux qui sont en train de se goinfrer avec le charbon. Mais bien sûr, je parle de ceux qui, notamment ceux qui lèvent des fonds. Ceux pour lesquels les investisseurs sont des fonds de pension, sont des caisses de... Non, mais bien sûr. Après, tu as effectivement... C'est plutôt des hedge funds, en tout cas des fortunes privées qui ne lèvent pas de fonds. Effectivement, qui sont des professionnels entre guillemets propriétaires, parce que qui sont complètement en dehors de ce marché-là. Moi, ce que ça m'évoque, c'est que c'est effectivement une absurdité de dire on flèche systématiquement tout le... C'est ce que je disais quand il y avait les gentils et les méchants, en fait. Tous les capitaux... Toi, ce qui t'intéresse, c'est l'impact. C'est les progrès de toutes les activités. Exactement. Et c'est ça là qui est intéressant, parce que si tu dis on va investir que dans les gentils, effectivement... Tu laisses les méchants à des gens qui ont aucune... C'est l'offre et la demande, qui vont pouvoir les financer à des prix et qui vont faire des opérations. Juste un mot, puisqu'on est là-dedans, parce qu'après je vais oublier, puis je veux qu'on parle de l'énergie. Donc, premier producteur... je crois que c'est le premier producteur mondial de cuivre, le Chilien, dont j'ai oublié le nom. Et en fait, les courbes d'investissement, si tu veux, le problème qu'ils ont quand même sur le cuivre, je le dis très très vite, c'est qu'ils arrivent au bout des mines actuelles. Ils sont sur des programmes d'investissement considérables, mais les programmes d'investissement considérables maintiennent au mieux la production.
Et les besoins, eux, ils sont en hausse. Donc tu as quand même, je le dis juste comme ça, parce que François-Xavier est très optimiste et pense qu'il suffit en gros de rouvrir les mines un petit peu partout et qu'on n'aura plus de problème de production. En ce qui concerne des éléments lourds comme le cuivre, c'est quand même un tout petit peu plus compliqué. Je te l'ai déjà dit, tu crois pas assez au marché, Stéphane. Je suis désolé, mais vraiment. Là, il y a de la, physique, tu vois, il faut creuser, quoi. Non, mais objectivement, alors tu as deux choses. Tu as la fréquence ou l'abondance du cuivre dans la cour terrestre qui fait qu'on en a en fait des réserves assez considérables. Et qu'est-ce qui va se passer si effectivement on arrive au bout des réserves qu'on trouve? Une réserve, c'est quoi? Une réserve, c'est ce qui a été identifié et ce qui est exploitable au cours actuel du marché. Autrement dit, si les prix augmentent, tu augmentes la taille des réserves puisque tu as des réserves qui deviennent market practice. C'est exactement ce qu'on a vu avec les gaz de schiste il y a 15 ans. Tout le monde disait, il y avait des articles en 2005. Je sais, François-Xavier, je te donne juste le témoignage de ce premier producteur mondial qui pense que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Mais une mine, il faut la creuser. Bien sûr. L'urgence, c'est maintenant. Bien sûr. Et donc, ça veut dire que peut-être que tu as raison dans 15 ans, mais sur les 10 ans qui viennent, tu as un sujet. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que les cours vont monter. D'accord, ça veut dire que le recyclage du cuivre et la réutilisation du cuivre va devenir beaucoup plus intéressante. Ça, c'est vrai. Parce que les vraies mines de cuivre, c'est les produits qu'on a déjà construits. Ça, c'est vrai. C'est des câbles électriques et qui transportent et qui sont remplacés par de la fibre. Donc il y a plein de. D'abord, ça veut dire que donc le recyclage du cuivre va devenir beaucoup plus intéressant. Donc on pourra pouvoir enfin avoir une industrie de recyclage qui va être rentable. Donc ça, c'est bien. Et après, ça veut dire que tu vas avoir des alternatives. Partout, tu as des alternatives. Au cuivre, c'est d'un compliqué. autre métal ou d'une autre façon de faire. Refaire les réseaux électriques sans cuivre, c'est compliqué. C'est vrai, mais il y a d'autres métaux. Il y a d'autres métaux. Non, mais tu as toute la partie signal qui se fait très bien avec de la fibre. Voilà. Mais je referme la parenthèse. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va peut-être avoir des tensions sur les cuivres pendant 2, 3, 4, 5 ans, peut-être. Et donc, qui vont faire qu'on va faire des produits avec moins de cuivre, qu'on va faire du lisane avec moins de cuivre. Sauf que c'est son grand plan. Alors, allons-y sur l'énergie, on va finir avec ça. Je remercie Isabelle qui on était un petit peu en retard, donc voilà, elle avait un rendez-vous, donc elle ne nous accompagne pas sur la fin de cette émission. Elle reviendra évidemment très très vite. Là, c'est maintenant. Le sujet est d'ailleurs absolument passionnant, notamment autour du nucléaire, c'est-à-dire le temps de construction du nucléaire fait que tu peux, je crois, légitimement te poser des questions sur savoir si c'est la bonne solution par rapport à l'urgence devant laquelle tu es. Point. Mais les grands plans de fermes d'éoliennes en large, par exemple, il faut des masses de cuivre pour rallier tout ça au réseau. Voilà, là, tu as un sujet physique immédiat qui va être réglé par le marché. Et qui va... Non, mais Stéphane, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des tensions pendant 5 ans, je suis d'accord avec toi. Non, mais encore une fois... Juste un point, parce que je voudrais quand même juste la dernière question que je voulais vous poser, puisque, donc, énergie comme 73... j'ai vu un article du Monde, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire, que je trouvais très intéressant. Donc, c'est l'image utilisée par Bruno Le Maire, l'idée de dire qu'on est dans un choc comparable au choc pétrolier, pour alors mettre en avant l'action de l'État et puis justifier les dépenses considérables. Je rappelle, c'est 25 milliards. N'écoutez pas ce que c'est 25 milliards là. Pour l'instant, qui sont mis sur la table pour essayer de limiter la hausse de la facture d'électricité des Français. Donc pour justifier tout ça, on dit c'est 73, et en 73 on n'avait rien fait, et c'est pour ça que l'économie s'est effondrée. Et le papier explique bien que c'est quand même quelque chose d'un tout petit peu dangereux à manier comme image. Qu'est-ce que tu penses de ça, Jean-Charles, dans les 5-6 minutes qui nous restent là? Sur l'électricité, je trouve tout à fait regrettable que l'État soit venu accompagner de manière aussi massive la hausse des prix pour que les gens ne sentent rien. C'est-à-dire cette idée, je dois absolument désensibiliser complètement les citoyens à toute poussée d'inflation et pas leur expliquer que c'est pas de chance, mais c'est comme ça, et qu'en effet la facture va prendre 40%. Ce qui se passe dans d'autres pays, des pays voisins. Mais si tu fais pas ça, tu crées une crise pour le coup économique un peu artificielle. Pas forcément, parce que d'abord, les années 70, c'est des années qui n'ont rien à voir en termes de tissu économique, d'organisation de l'économie avec notre économie d'aujourd'hui. Mais rien. On est beaucoup plus dépendante au pétrole, beaucoup plus dépendante à l'énergie en 70. Et puis beaucoup moins mondialisé, beaucoup moins de possibilités de trouver des façons de s'organiser qui sont différentes, d'une sensibilité pour les consommateurs qui était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, heureusement, depuis 50 ans, en tout cas, le prix, on le voit à l'heure de le litre d'essence en heure de SMIC. Mais la question, a considérablement diminué. On l'a vu, on a commencé cette émission avec ça. L'argent public peut servir à effacer un choc et à maintenir le tissu productif. Oui. En gros, ce que dit le maire, c'est si je ne fais pas ce que je fais là, je me retrouve comme avec un nouveau choc qui va détruire le tissu productif de manière artificielle. Je pense que quand les choses sont d'une ampleur importante
et sont liées à une décision de l'État, comme ça a été le cas pour la crise sanitaire. Là, c'est totalement légitime, on comprend la chose, c'est-à-dire que l'État prend une décision parce qu'il considère que c'est l'intérêt, le bien-être collectif qui est en jeu, il fait une action. Quand c'est un prix, non, je ne suis pas d'accord. Pour le coup, je pense qu'il faut laisser faire et que la conséquence, qui plus est, souhaitée en partie, si je prends l'échelle plus large que l'échelle française, où l'électricité, la production d'électricité est décarbonée, mais c'est aussi quand même justement de dire est-ce que je peux moins consommer, donc faire plus de sobriété, ce qui a priori devrait être justement ce qu'on attend du signal prix. On a mis en place une taxe carbone dans l'idée que justement le signal prix joue de manière artificielle et non pas par le marché, par vraiment une augmentation de taxes pour que les gens soient plus sobres. Là, il y a un pur événement de marché et on ne veut pas le suivre. François-Xavier, tu es d'accord avec ça? Ça ne m'étonne pas. Totalement, mais penses-tu? Mais c'est évidemment, mais l'intérêt, entre guillemets, qu'est-ce qui s'est passé en 1973? Il faudra que j'invite quelques gauchistes quand même. Qu'est-ce qui s'est un peu passé de en dirigisme pécrétien quand même, bon Dieu. Vas-y, François-Xavier, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé en 73? Tu as eu exactement ce que Jean-Charles a décrit, c'est-à-dire que les prix ont monté et effectivement, on a fait des voitures, notamment en Europe, beaucoup plus économes, on a abandonné le Concorde, on a travaillé sur la consommation des avions et donc on a fait exactement ce que décrit Jean-Charles, c'est-à-dire on a travaillé sur la sobriété. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ici le prix du cuivre va monter, on va quelque part en mettre moins dans nos produits. Donc il y a une logique effectivement du signal prix. Bon, après, la comparaison qu'il fait avec 73, il y a certainement des raisons politiques en disant voilà la crise, etc. Moi je trouve qu'il y a deux points communs quand même avec la crise de 73. Le premier, c'est que c'est une crise indirecte, une crise dérivée entre guillemets. Aujourd'hui, c'est la crise énergétique est quand même en grande partie liée à la tension qui a lieu et à la sur le gaz, sur le gaz et puis sur le Covid également. Et puis de même que la crise de 73 en fait est très liée à l'abandon du système monétaire de Bretton Woods. Donc c'est la baisse du prix la dévaluation du dollar à partir de 71 qui se traduit par les prix du pétrole étaient fixes en dollars, qui étaient indexés sur l'or, et donc voilà. Ne rentrons pas à Bretton Woods à 2 minutes de la fin de l'émission. Bref, excuse-moi. donc deux crises indirectes et deux crises avec des dimensions géopolitiques également assez fortes. Là, on a effectivement clairement la dimension géopolitique avec la Russie, etc. Avec la Russie. À l'époque, c'était plutôt Kippour. Donc on est sur voilà, c'est les deux points communs. Après, est-ce que c'est un événement d'une même ampleur avec la logique monopolistique de l'OPEP à l'époque? Je crois pas. Bon, après, il y a certainement des arrêts-pensées sur le contexte actuel électoral, mais on n'est à mon avis pas dans l'ampleur du choc de 73. Surtout, il y avait l'indexation des salaires dans les années 70, qui était quelque chose qui a été absolument terrible pour les économies développées. C'est qu'en fait, on a créé une inflation massive qui aurait été totalement différente si on avait accepté que les gens, à ce moment-là, perdent un peu de pouvoir d'achat et que les choses se rétablissent progressivement. C'est-à-dire que l'idée de vouloir tout de suite compenser toutes les pertes de pouvoir d'achat, en l'occurrence par l'indexation des salaires, a généré une inflation massive, a fait une boucle prix-salaire absolument ultra puissante qu'il a fallu 8 ans, 9 ans pour résorber. Et donc les 10% de hausse de salaire de Pécresse, par exemple, c'est un peu retrouvé, on n'a plus le temps, il nous reste 30 secondes, mais c'est un peu retrouvé cette boucle prix-salaire. En tout cas, ce que tu disais, compenser systématiquement. En l'occurrence, elle, ce qu'elle veut, c'est pas changer le coût du travail. Donc, quand on ne change pas le coût du travail, c'est différent. Elle veut alléger les cotisations sociales. Ça n'empêche pas que le programme mérite d'être, pour le moins, rendu plus rigoureux. Mais en l'occurrence, le sujet est différent puisqu'elle veut travailler sur l'écart entre le coût du travail et le salaire net. Les amis, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. On parlera plus longuement d'ailleurs des programmes. On parlera de politique, mais vraiment de politique, avec deux analystes politiques et de l'opinion pour finir la semaine. Et donc, à demain.